En avril 2026, il y a 6 milliards de dollars qui se sont évaporés de la finance décentralisée. Et ça, en l'espace d'un seul week-end. Ouais, c'est complètement fou. Surtout quand on sait comment ça s'est passé. Bah oui, parce que c'est pas à cause d'un codeur de génie qui agissait dans l'ombre, tu vois. C'est pas non plus un algorithme révolutionnaire qui aurait brisé une cryptographie ultra complexe. Non, c'est beaucoup plus bête que ça. Exactement. Cette espèce de panique financière mondiale, elle a été déclenchée par l'équivalent d'une simple faute de frappe, quoi. Le chiffre 1. C'est toute l'ironie de l'histoire et la tragédie aussi, hein. La sophistication extrême de ces systèmes a été complètement mise en échec par la configuration humaine la plus basique qui soit. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Moi, je suis complètement bluffée par cette histoire. Pour bien comprendre cette crise historique, on a croisé pas mal de sources. On a les rapports d'incidents officiels de la gouvernance d'Ave, l'analyse post-mortem ultra détaillée de la firme de cybersécurité Civirs, et puis, Et la fameuse étude de la Red Team d'Anthropic, qui est assez glaçante. voilà, cette étude particulièrement révélatrice. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment d'analyser l'anatomie de cet effondrement. Comment une pauvre erreur de paramétrage a pu contaminer tout l'écosystème DeFi en quelques minutes. Et surtout ce que ça annonce pour l'avenir. Parce qu'on entre dans une ère où l'intelligence artificielle commence carrément à industrialiser le piratage. C'est ça. Mais commençons par l'étincelle initiale, bien avant que la panique n'atteigne les marchés publics. On remonte au 18 avril. L'anomalie prend naissance chez un acteur précis, KelpDAO, un protocole qui gère le jeton RSETH. Alors, pour replacer le contexte technique vite fait, le RSETH, c'est ce qu'on appelle un jeton de restaking liquide. D'accord ? En théorie, le principe est super simple. Chaque RSEH en circulation est censé représenter une fraction d'Ethereum véritablement bloquée, mise en garantie sur le réseau principal pour sécuriser d'autres services. Un reçu, en quelque sorte ? C'est ça. Et pour que ce jeton puisse voyager et être utilisé sur d'autres blockchains, KelpDAO s'appuie sur une infrastructure de messagerie interchaîne qui est hyper connue, Layer 0, dans sa version 2. Sauf que le système de messagerie, il a été manipulé ce jour-là. Et les proportions sont juste massives. L'attaquant a réussi à faire émettre par le système 116 500 jetons RSETH sur une chaîne secondaire. C'est énorme. Ouais, ça représentait à ce moment-là environ 18% de l'offre totale de ce jeton. C'est une valeur théorique de 293 millions de dollars. Sorti de nulle part. Exactement. Le point fondamental ici, c'est qu'aucun Ethereum réel n'a jamais été déposé en garantie sur la chaîne d'origine pour justifier cette création. Le mec a littéralement généré 293 millions de dollars de capital fictif à partir du néant. Et c'est là qu'il faut vraiment observer la mécanique de la faille. Parce que les rapports d'audit le montrent bien, les contrats intelligents de KelpDAO n'étaient pas du tout défectués sur le plan de la logique mathématique. Le code n'était pas cassé. Non, le code exécutait parfaitement les instructions. Le problème, il était dans la couche de vérification. Plus précisément, dans la configuration des réseaux de vérificateurs décentralisés, les fameux DVN de Layer 0. Ah, les DVN. Voilà. En gros, la norme exige que plusieurs réseaux indépendants confirment un transfert pour éviter la fraude. Mais chez KelpDAO, le paramètre était réglé sur Required DVN Count égale 1. Attends, juste un. C'est ce paramètre qui m'intrigue le plus. Pourquoi un protocole qui gère des centaines de millions de dollars irait réduire sa sécurité à un seul vérificateur? C'est pour économiser sur les frais de gaz ou c'est genre un oubli d'un environnement de test? Les débats dans la communauté penchent vers un mélange des deux. La modularité de Layer 0 V2 permet aux développeurs de choisir leur propre niveau de sécurité. Donc ils ont choisi le niveau minimum. Ouais, dans une logique de réduction drastique des coûts, confier la validation à un seul acteur, sur le court terme, ça semble économiquement rationnel. Mais techniquement, ça crée un point de défaillance unique absolu. Et c'est ce que l'attaquant a exploité. Voilà, il lui a suffi de forger un faux message de transfert interchaîne et de le faire valider par ce vérificateur unique. D'ailleurs, André Cronje a même suggéré après l'incident qu'une fuite de clés privées au niveau de ce vérificateur spécifique aurait permis de signer frauduleusement l'émission des jetons. Ah ouais, la clé privée aurait fuité. C'est une hypothèse forte. Mais quelle que soit la méthode d'infiltration exacte, le fait est que la barrière de sécurité a cédé, tout simplement parce que l'architecture l'autorisait formellement. C'est dingue. Si on devait transposer cette mécanique dans le monde physique pour vraiment saisir l'absurdité du truc, c'est comme si une banque imprimait des reçus officiels certifiant qu'elle possède des lingots d'or dans un coffre, juste parce qu'un seul agent de sécurité un peu crédule à la porte a tamponné un faux bordereau. C'est une excellente analogie.
Et ensuite, ces reçus se mettent à circuler sur le marché financier. Les autres institutions les acceptent parce que le tampon de la banque a l'air authentique. Mais si on ouvrait la porte du coffre principal, on découvrirait qu'il est complètement vide. C'est ça. Ça illustre parfaitement la nature de la confiance dans les systèmes interchaînes. Une fois que le jeton est frappé sur la blockchain de destination, il est vu comme légitime par tout le reste de l'écosystème. Ouais. Et c'est là que le risque d'un petit protocole se transforme en risque systémique global. L'attaquant se retrouve avec cette fortune théorique de 293 millions de dollars en RSITH. Mais il y a un hic. C'est illiquide. Totalement. Ces jetons n'ont aucune liquidité profonde. S'il essayait de vendre ça directement sur le marché ouvert, le prix s'effondrerait immédiatement vers zéro. Donc l'objectif, c'était pas de vendre ce faux or. Il fallait l'utiliser comme levier. Exactement. Et pour transformer un actif illiquide en monnaie sonnante et trébuchante, la méthode classique en DeFi, c'est d'utiliser les protocoles de prêt. Et c'est là que Aave entre en scène. L'attaquant a déplacé ses faux RSITH vers Aave sur leur marché V3 et V4 pour les déposer en tant que garantie, le collatéral. C'est le début de la contagion. De liquidité réelle, avant que qui que ce soit ne remarque la supercherie. 200 millions volatilisés. Mais la question qui se pose naturellement quand on lit ces événements, c'est de savoir comment Aave, qui est quand même souvent perçue comme la forteresse institutionnelle de la DeFi, a pu autoriser un siphonnage pareil. La réponse, elle se trouve dans les paramètres de gestion des risques qui avaient été adoptés quelques mois plus tôt. Le fameux vote de janvier. Voilà, la proposition 434 en janvier 2026. Cette proposition de gouvernance a augmenté le ratio pré-valeur, le LTV, du jeton RSEST à 93%. Attends, il faut qu'on s'arrête sur ce chiffre de 93%. Ça veut dire qu'un utilisateur pouvait emprunter 93 $ de vrai WETH pour chaque 100 $ de faux RESETH déposés en garantie. C'est exactement ça. Mais Aave a traversé les pires crises du secteur, l'effondrement de Terra, la faillite de FTX, et à chaque fois ils ont survécu grâce à une gestion de risque hyper conservatrice. Alors autoriser un emprunt à 93% sur un actif dérivé, un jeton de restaking qui a des couches de complexité en plus, ça laisse une marge de sécurité d'à peine 7%. Ouais. Comment ils ont pu justifier une marge d'erreur aussi infime? Ils ont sacrifié la résilience mathématique juste pour la rentabilité et l'efficacité du capital ou quoi? C'est la dynamique un peu pernicieuse de la concurrence entre les protocoles. Les fournisseurs d'analyse de risque, comme Chaos Labs et Block Analytica, qui conseillent Aave, ont traité le RSETH en se basant sur ses performances historiques récentes. Parce que jusqu'ici, tout allait bien. Voilà. Historiquement, un jeton de restaking liquide maintient une parité très forte avec l'Ethereum sous-jacent. Donc ils ont modélisé ce risque comme si l'actif était, je cite, « sûr en pratique ». En omettant le pire des scénarios. Exactement. Ils ont oublié de modéliser le scénario asymétrique par excellence, le désadossement total. Cette marge de 7%, elle suppose que les liquidateurs automatisés du protocole auront le temps d'agir si les prix baissent un tout petit peu. Sauf que la mécanique des liquidations automatisées, elle a ses propres limites économiques, et on l'oublie souvent. Bien sûr. Pour qu'un bot de liquidation intervienne sur Aave et rachète une dette en difficulté, faut bien qu'il y trouve un bénéfice financier. Généralement, le protocole offre un bonus de liquidation, disons de 5%. Ouais, c'est la moyenne. Or, si ta marge totale n'est que de 7%, dès que le prix réel du collatéral baisse subitement de quelques points, le calcul mathématique s'effondre. C'est mathématique, oui. Le liquidateur devrait payer des frais de transaction hyper élevés pour récupérer un actif dont la valeur fond à vue d'œil, tout en espérant empocher un pauvre bonus de 5% sur une marge restante qui n'est plus que 2 ou 1%. C'est pas rentable, le risque devient trop grand, l'incitation disparaît complètement. Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Quand le marché a commencé à identifier l'anomalie sur la blockchain et a capté que les EIR étaient adossés à du vent, le prix perçu de l'actif a plongé. Et la fenêtre Zephyr s'est fermée. À cause de cette marge extrêmement fine, oui. La fenêtre d'opportunité pour les liquidateurs s'est refermée instantanément. Le mécanisme d'autopréservation d'Aave s'est grippé. Le protocole s'est retrouvé figé. Figé, avec près de 200 millions de dollars de mauvaises créances. Une dette impossible à liquider parce que le collatéral sous-jacent ne valait intrinsèquement plus rien. Et alors là, c'est à ce moment précis que la contagion devient incontrôlable. Parce que la psychologie de marché prend le relais sur le code des contrats intelligents. L'humain reprend le dessus. Et c'est souvent la panique. C'est ça. Dès l'instant où l'existence de cette dette irrécouvrable devient publique, il y a une dynamique de fuite asymétrique qui se met en place. Les utilisateurs qui ont déposé leur Ethereum sur Aave réalisent une règle tacite
et brutale de la défi. En cas d'insolvabilité partielle d'un pool partagé, ceux qui retirent leurs fonds en premier récupèrent leur capital intact. Et les derniers? Les derniers assument la totalité des pertes. C'est le jeu des chaises musicales et ça déclenche une vraie panique bancaire moderne. Les retraits massifs s'enchaînent. Les données montrent d'ailleurs qu'une entité majeure associée à Justinson a retiré plus de 55 884 ETH en une seule transaction. Waouh! Ça a aspiré instantanément l'équivalent de 154 millions de dollars de liquidité du protocole. D'un coup. Sur ce seul week-end, les estimations évaluent la fuite des capitaux d'Aave entre 5,4 et 6,6 milliards de dollars. C'est vertigineux. Et cette fuite provoque un effet domino très mécanique. Le pool de WETH atteint un taux d'utilisation de 100%. Ouais, le fameux mur des 100%. Et pour bien visualiser ce que ça implique pour ceux qui nous écoutent, faut comprendre la différence d'architecture. C'est pas comme un compte individuel classique où le solde d'un client serait physiquement mis de côté dans une boîte. Non, pas du tout. Dans le modèle de pool partagé d'Aave, tous les fonds sont mutualisés. Un taux d'utilisation de 100%, ça veut dire que chaque fraction de liquidité restante a déjà été prêtée à d'autres utilisateurs ou siphonnée par l'attaquant. Il n'y a plus rien en caisse. C'est l'équivalent numérique d'un distributeur de billets qui s'éteint, qui affiche un écran noir. Le registre indique bien que ton argent existe théoriquement, mais l'équation du protocole signale qu'il n'y a plus aucune liquidité physique disponible pour te le donner. Et les conséquences systémiques de ce gel des retraits, elles sont profondes. Le jeton de gouvernance de la plateforme, le AVE, il a logiquement chuté de plus de 18% dans la foulée. Tu m'étonnes. Et le pire, c'est la ligne de défense. Pour éponger un trou de près de 200 millions de dollars, AVE compte sur son module de sécurité appelé Umbrella. Mais il y a combien dans ce module A? À peine une cinquantaine de millions de dollars. Ah oui, donc le compte n'y est pas du tout. Le déséquilibre est évident. Si le module de sécurité est insuffisant, la perte nette devra inévitablement être absorbée par les déposants restants sous la forme d'une décote forcée. C'est terrible. Et ce qui rend cette architecture de pool partagée d'autant plus discutable, c'est quand on compare avec d'autres modèles pendant cette même crise. L'exemple de Morpho, oui. Oui, si on regarde un protocole concurrent comme Morpho, leur exposition aux mauvaises créances générées par l'incident de Kelps s'est limitée à environ 1 million de dollars. Une goutte d'eau par rapport à AV. Voilà. Et la différence ne réside pas dans le fait qu'ils auraient été plus perspicaces ou plus intelligents, mais dans leur choix structurel. Morpho utilise des coffres isolés. Et ça, c'est un argument de conception majeur qui ressort de cette crise. Dans une architecture isolée, les paires de prêts fonctionnent en vase clos. Un marché spécifique qui prête de l'Ethereum contre du RSETH gère son propre risque. Ça ne déborde pas sur les autres. Exactement. Si ce marché s'effondre parce que le collatéral est frauduleux, seuls les fournisseurs de liquidités de ce marché précis subissent la perte. Le reste du protocole reste intact. L'événement d'Aave, il illustre la limite mortelle des pools de liquidités partagés. Il mutualise l'efficacité du capital, oui, mais il mutualise aussi la destruction de ce capital. C'est terrifiant. Et il y a un autre détail, une donnée alarmante révélée par la firme Sivers dans son post-mortem. Ils indiquent que sans une intervention manuelle d'urgence, c'est-à-dire l'action d'humains décidant de geler les contrats intelligents en urgence, le protocole Aave était à environ 3 minutes de perdre 100 millions de dollars supplémentaires. 3 minutes. L'intervention manuelle, par le biais de multisignatures ou de comités de sécurité d'urgence, c'est actuellement le seul frein d'urgence de la DeFi. C'est le dernier rempart quand la logique du code s'emballe. Mais le plus inquiétant là-dedans, dans cette dépendance à l'intervention manuelle, c'est que ça suppose qu'un groupe d'analystes a eu le temps de voir l'attaque, de la comprendre et de réagir en quelques minutes. Ce qui est déjà un exploit en soi. Et justement, les données actuelles de la recherche en cybersécurité montrent que ce temps de réaction humain, il va bientôt disparaître. Ce qui nous amène au point de bascule de notre analyse. La fameuse menace invisible. Oui, l'incident de Kelp a démontré les ravages d'une erreur humaine exploitée par opportunisme. Mais les attaquants ne vont plus se contenter d'attendre passivement une faute de frappe dans un fichier de config. L'intelligence artificielle est en train de modifier fondamentalement la surface d'attaque. C'est clair. Et les rapports qu'on a analysés indiquent un vrai changement de paradigme. Un changement que l'industrie n'a pas du tout encore intégré dans ses modèles de risque. Non, pas du tout. La DeFi fait face à une menace asymétrique émergente. L'étude publiée par l'équipe d'attaque offensive, la Red Team d'Anthropic, elle est particulièrement instructive là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Ils ont soumis des modèles d'intelligence artificielle super avancés comme Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 et le GPT-5 d'OpenAI à une base de données remplie d'anciens contrats intelligents qui comportaient des vulnérabilités complexes. Mais la question que je me pose, c'est
Est-ce que ces IA se contentaient juste de relever des petites erreurs de syntaxe ou est-ce qu'elles allaient plus loin? Les conclusions vont bien au-delà de la simple révision de code. Ces IA ont analysé de manière totalement autonome la logique sémantique des contrats. Elles ont compris les flux d'exécution complexes qui impliquaient plusieurs protocoles en même temps. Et elles ont généré le code pour attaquer? Exactement. Elles ont généré des codes d'exploitation 100% fonctionnels. En simulant les attaques, la valeur équivalente des failles découvertes et exploitables s'élevait à 4,6 millions de dollars. Attends donc, l'IA n'a pas seulement pointé le problème, elle a littéralement écrit l'arme pour l'exploiter. C'est ça, la différence fondamentale avec les outils d'analyse statique traditionnels qu'on avait avant. Les logiciels qui cherchaient des modèles connus. Voilà. Avant, les auditeurs utilisaient des logiciels qui cherchaient des failles basiques, genre la réentrance. Mais l'IA, elle parvient à cartographier le comportement dynamique du contrat. Elle voit comment une fonction inoffensive dans un contrat A peut créer une catastrophe quand elle interagit avec un contrat B. C'est brillant et effrayant. Mais la véritable rupture, au final, elle réside dans le coût de cette analyse. Ah, les chiffres de Secouro. Coûte aujourd'hui environ 1,22 $ par scan. 1,22 $, oui. 1,22 $. Il y a une asymétrie économique qui me frappe profondément ici. Avant, dans le modèle de sécurité traditionnel, pour découvrir une vulnérabilité inédite, une faille 0D, un projet devait engager des cabinets d'audit, payer des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour des semaines de vérification humaine. Et là, c'est presque gratuit. Aujourd'hui, pour quelques dollars, un acteur malveillant peut déployer un escadron entier d'agents autonomes qui scannent en temps réel chaque ligne de code déployée sur la blockchain. Et si on ajoute à ça le fait que les capacités de ces modèles doublent tous les mois, enfin tous les 1,3 mois pour être précis, l'industrie de l'audit statique ponctuel est structurellement condamnée, non pas? Mais totalement. L'audit sous forme de photographie figée dans le temps, fait par des humains juste avant le lancement, c'est dépassé. Et la puissance de ces modèles n'est plus approuvée, même au-delà de la crypto. T'as un exemple en tête? Ouais, l'existence d'un modèle ultra confidentiel, identifié sous le nom de Claude Mythos Preview, c'est un truc restreint aux usages gouvernementaux via le projet Glasswing, ça a démontré sa supériorité de façon flagrante. Qu'est-ce qu'il a fait, ce modèle? Ce modèle a été capable de découvrir et d'exploiter une vulnérabilité qui était présente depuis 27 ans dans le code source d'OpenBSD. OpenBSD. Mais c'est un système d'exploitation mondialement réputé pour sa sécurité, non? Exactement. Passé au peigne fin par des générations de chercheurs pendant 27 ans. L'IA a trouvé la faille. Waouh. Donc si un système fermé et ultra sécurisé comme OpenBSD peut abriter une faille détectable par une IA, la situation de la finance décentralisée est d'une vulnérabilité vertigineuse. Parce que tout est public. C'est ça. Par conception, le code de la DeFi est open source, il est transparent. Cette transparence absolue qui a été pensée pour instaurer la confiance, elle devient aujourd'hui le terrain de chasse idéal pour des IA capables de lire des flux d'exécution à la milliseconde. Le temps de réaction humain n'existe plus. Exactement. Le petit délai de 3 minutes dont bénéficiait Aave pour geler ses contrats avant de perdre 100 millions de plus, ça n'existera tout simplement plus face à un pirate synthétique qui exécute l'attaque à la vitesse du bloc. C'est la transition inévitable vers laquelle le secteur se dirige. Face à une capacité d'attaque automatisée, asymétrique et surtout qui coûte rien du tout, la seule réponse structurelle possible, ça sera de transférer la défense aux machines. Laisser les IA se battre entre elles. Voilà, les systèmes de sécurité devront devenir continus, s'adapter à chaque nouveau bloc et être intégrés à la logique d'exécution elle-même. En synthétisant cette analyse de l'effondrement causé par KelpDAO et l'essai de contagion sur Aave, je trouve que l'enseignement principal dépasse largement la simple perte de 6 milliards de dollars. C'est une leçon d'architecture. Oui, cet événement démystifie la robustesse de ces architectures financières interconnectées. La fameuse composabilité, cette espèce de magie de la DeFi qui consiste à empiler les protocoles comme des blocs Lego pour maximiser le rendement, ça se révèle être son talon d'Achille. Tout est lié. Une erreur de configuration hyper obscure sur le pont d'un acteur tiers, ça fait pas juste chuter le fautif. Ça s'infiltre dans les mécanismes de liquidation des protocoles géants et ça contamine toute la structure. Les blocs s'effondrent tous ensemble pris au piège de leur propre interdépendance. Et ça prouve que le principe d'isolation du risque doit être la priorité. Réévaluer complètement les modèles de confiance, c'est le chantier urgent d'une industrie qui a construit son succès sur une confiance algorithmique partagée, mais qui doit maintenant gérer une complexité systémique que même ses créateurs peinent à maîtriser en direct. C'est hyper clair. Et c'est sur cette réalité un peu vertigineuse qu'on va conclure notre exploration aujourd'hui, avec une réflexion ouverte sur l'évolution inéluctable de cette technologie. On peut se demander où tout ça nous mène.
Exactement. Si l'intelligence artificielle possède désormais la capacité de découvrir et d'exploiter des failles architecturales infiniment plus vite qu'un humain ne pourra jamais les corriger, l'avenir de la résilience financière passera-t-il par la création d'armées d'agents autonomes défensifs? Une vraie guerre numérique. Est-ce qu'on se dirige vers un écosystème où la sécurité de la finance mondiale va se jouer dans une guerre de code invisible, à la milliseconde près, des intelligences artificielles offensives cherchant la moindre faille face à des IA gardiennes déployant des contre-mesures instantanées pour sauver la liquidité de nos marchés? On dirait bien que cette course aux armements algorithmiques vient à peine de commencer. Pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir suivi cette analyse approfondie avec nous. Gardez un œil sur le code, l'avenir s'écrit vite.